BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotteur et ses études du monde entier, et puis notre bibliothécaire Alexandra Paget qui reviendra sur les 15 ans de la faillite de Lehman Brothers. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternativeéconomique.fr. C'est lui qui anime la rubrique livre aussi à Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique aussi à la Société d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian Chavagneux. Vous allez voir deux livres consacrés à la Chine aujourd'hui. Christian, vous avez choisi celui d'Ali Laïdi, La Chine ou le réveil du guerrier économique. C'est aux éditions Actes Sud. Oui, j'ai trouvé le livre passionnant. Ali Laïdi, il faut préciser qui c'est. C'est un journaliste, un chercheur spécialiste en guerre économique. Et donc là, il va nous donner la façon dont la Chine, non pas l'éveil économique de la Chine, mais l'effet du guerrier économique chinois. Alors c'est un livre à trois temps. Le premier temps, c'est le temps long. Qu'est-ce qui, dans la culture chinoise, parle du conflit, du rapport aux autres, et il nous dit le conflit, il est toujours présent en permanence, et on doit s'y adapter en permanence. Nous, les Occidentaux, on définit le droit, une fois qu'il y a les règles, il y a les gens qui obéissent au droit, et il dit en Chine, non, c'est pas aussi simple que ça dans la mentalité. Et puis toujours le temps long, c'est l'histoire du développement économique de la Chine, je dirais, de la fin du 19e à Xi Jinping. Si vous vous intéressez un petit peu à la Chine, c'est un bon résumé, vous n'apprenez pas grand-chose. Le plus intéressant, c'est comme dans la valse, c'est le deuxième et le troisième temps qui sont le plus intéressants. Le deuxième temps, c'est quelles sont les armes mobilisées par les Chinois pour mener cette guerre économique. Déjà, un beau descriptif de la gouvernance. Qui fait de la guerre économique en Chine, ou avec quels moyens? Déjà, on a ça. Et puis après, on rentre dans les outils. Et là, c'est fascinant. Je vous en donne un ou deux. Il y en a plein dans le bouquin. La commande publique, par exemple. Les Chinois disent on voudrait avoir des trains à grande vitesse. Et donc, les Japonais, les Européens, toutes les grandes sociétés viennent. Et là, les Chinois disent mais il faut nous donner un peu des détails techniques. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc les détails techniques sont donnés. Les deux meilleures boîtes, on leur dit vous avez été sélectionnés dans les deux finalistes, on voudra un petit peu plus de détails techniques. Et une fois que les détails ils sont là, ils sont piqués, les Chinois disent non, finalement on va les faire nous-mêmes, nos trains. Et comme par hasard, quelques années après, quand les trains sortent, vous avez des retraités de la SNCF qui conduisaient les TGV, qui sont en vacances en Chine, qui viennent en fait apprendre aux conducteurs chinois à conduire les trains à grande vitesse. Il y a plein de choses. Il y a la cyberguerre. C'est pas seulement des hackers qui vont voler, c'est aussi tout simplement des influences des opinions. Par exemple, l'exemple qui est donné, c'est aux États-Unis, en Australie, les deux gouvernements veulent redévelopper les terres rares. Or, les terres rares, c'est pratiquement un monopole chinois, et donc l'influence des opinions publiques pour dire non, il ne faut surtout pas le faire pour des raisons écolo. En fait, c'est pour conserver le monopole de la Chine. Plein d'étudiants chinois qui, comme par hasard, sont dans nos universités technologiques et qui viennent prendre des informations. Ça, c'est le deuxième temps. Et le dernier temps, c'est la réaction de l'Occident. De 2000 à 2012-2014, rien, aucune réaction. D'abord parce que les menaces, pour nous, c'est les menaces terroristes, et la Chine n'est pas une menace, donc on laisse tomber. Et puis aussi parce que on pense que c'est bien que le marché chinois est sourd. Les entreprises françaises, les multinationales en général, occidentales, acceptent des transferts de technologie parce qu'elles disent c'est le prix à payer pour aller sur ce grand marché. L'auteur nous dit la cupidité des entreprises ferait qu'elles sont prêtes à tout lâcher, et en fait, elles donnent des armes à leurs concurrents. Bref, on se retrouve avec un livre qui nous décrit dans le détail les guerres économiques chinoises. J'ai trouvé ça passionnant. Jean-Marc Daniel. Alors, je ne partage pas cet enthousiasme. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive sur Ali Laïdi, parce que Christian avait aussi été très enthousiaste sur un livre sur les guerres économiques où Justinien croisait Mahomet. Enfin, bon, il y a beaucoup d'approximations de ce nature-là. Il confond les avantages comparatifs et les avantages absolus dans cette première partie, effectivement, qui est assez pédante et qui est assez approximative. Et ça me faisait penser, cette première partie, puisqu'effectivement, il y a les trois parties identifiées par Christian. Cette première partie, ça me faisait penser à ce slogan de mai 68. Vous savez, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et donc là, il y a une espèce qui est totalement hors sujet. En fait, ça nous intéresse pas de savoir ce qu'il pense de Sun Tzu et tout ça, on l'a lu partout. Alors après, il y a les deux parties décrites par Christian.
Objectivement, on n'apprend pas grand-chose, on sait tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs pompées dans le livre dont je vais parler ensuite, sur le fonctionnement des services secrets, le MSE et tout ça. Et il y a derrière tout ça une espèce d'esprit protectionniste qui dit on se fait avoir. La dernière partie, c'est on se fait avoir, mais à aucun moment on nous dit quel est le bilan de l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est-à-dire que s'ils sont rentrés dans l'OMC, s'ils ont réussi comme cheval de Troie, c'est l'expression dans l'OMC, quel est le bilan? Est-ce qu'ils ont réussi effectivement à conquérir des marchés? Est-ce qu'ils ont réussi à s'imposer? Pourquoi est-ce que l'Europe, qui est quand même le plus gros excédent commercial, serait la victime de la Chine, qui est en passe de devenir un pays déficitaire? Donc tout ça n'est pas explicité. Il y a beaucoup d'idées convenues, beaucoup effectivement d'affirmations, et tout ça sur un ton extrêmement pédant. Je trouve ce livre assez pénible. Vous êtes assez clivé sur, effectivement, Ali Laïdi. Pourquoi vous dites qu'il a pompé le livre que vous avez choisi? Il y a toute une partie sur le MSE. Mais il est sorti avant? Oui, absolument, il est sorti en anglais. C'est une traduction. Alors ça, c'est une traduction. Donc on passe à votre choix, Jean-Marc. Quand la Chine nous espionne, d'Alex Josque, aux éditions Saint-Simon. Oui, alors absolument. Alors je ne dis pas que c'est un livre événement, même s'il y a un news magazine français célèbre qui en a fait la couverture récemment. Donc, qui est l'auteur? C'est un Australien d'origine chinoise, qui connaît bien le chinois, qui parle chinois. C'est un atout que certains devraient avoir quand ils parlent de la Chine, et qui analyse en fait un problème. Il ne perd pas son temps dans des digressions diverses et variées sur Sun Tzu et sur la période des royaumes combattants. Il parle d'un système qui a été mis en place en 1983, qui est la fusion des services secrets traditionnels d'espionnage chinois et d'une entité du Parti communiste pour faire ce qu'on appelle le MSE, le ministère de la Sécurité d'État, qui est un peu une reproduction en Chine de ce qu'était la Stasi en Allemagne de l'Est, le STB en Tchécoslovaquie ou le KGB pharmacienne. Bon. Et donc il montre comment cette institution, effectivement, joue un rôle déterminant dans le développement de l'économie chinoise en tant qu'influenceur. Au tout début, il parle du cas de George Soros, qui pense que la Chine va se libéraliser, que la Chine va devenir, au fur et à mesure de son développement économique, un partenaire susceptible d'adopter les valeurs occidentales, et il dit il n'en est rien. Et donc il fait le portrait d'un certain nombre de gens, il fait le portrait d'un certain nombre d'actions, il montre comment l'administration Clinton s'est laissée influencer, elle a même été financée par les Chinois. En fait, il y a de façon très précise, très argumentée, la description du fonctionnement de ce service qui dépend directement du parti et de ce ministère. Et alors il le met en parallèle, mais il n'insiste pas sur les autres. Il se concentre sur ce service-là, avec ce qu'on appelle le Front Uni, dont parle aussi Ali Laïdi, qui est la partie, elle, plus expansionniste du Parti communiste en tant que tel, c'est-à-dire du Parti communiste avec des références culturelles et tout ça. Et donc, il montre comment... alors, il a une formule à un moment donné qu'utilisent les Chinois. En fait, ils sont pas très efficaces, tous ces gens-là, mais c'est la théorie du tas de sable. C'est-à-dire que pour faire un tas de sable, vous demandez à chaque Chinois de prendre un grain. Et ils sont tellement nombreux qu'à la fin, quand ils posent un grain, on obtient un tas de sable. Et donc, la stratégie globale de l'ensemble des Chinois, c'est de récupérer des petites informations, d'influencer un peu, d'agir de façon microscopique, mais la masse étant là, ça finit par faire de la stratégie globale, une stratégie très importante. La dernière remarque que je ferai, tout le monde le sait, mais il y a eu quand même un avant et un après Tiananmen. C'est-à-dire, il montre bien que les 10 ans qui montent de 79 à 89, on aurait pu espérer que la Chine allait effectivement se réorienter vers un modèle plus libéral et plus conforme à nos valeurs, et que là, de toute façon, outre l'histoire, il y a quand même le 4 juin 89 qui a été une vraie rupture. Alors Christian, cette Chine qui nous espionne. Le livre aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas eu le Ali Laïdi en parallèle. Parce que là, je ne pense pas qu'Ali Laïdi ait pu pomper ce livre, parce que, par exemple, sur la gouvernance de la guerre économique chinoise, autant on a tous les acteurs, et c'est très clair chez Ali Laïdi, autant là, entre le MSE, le Front Uni, on est un peu paumé, on ne sait pas qui obéit à qui. Et donc là, c'est tellement confus d'un côté et tellement clair de l'autre que je ne pense pas qu'Ali Laïdi ait pu pomper quelque chose d'assez confus. C'est curieux parce que moi, c'est l'inverse. Dans la confusion. C'est un miroir. Ouais, Totalement. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder, ne serait-ce que le chapitre sur la gouvernance de la guerre économique en Chine. Là, on comprend tout, quelles sont toutes les grandes institutions. Et là, c'est complètement confus.
confus dans ce livre. Ce livre qui, effectivement, Jean-Marc l'a dit, rentre beaucoup dans le détail de manière très très précise, mais nous fait page après page des détails d'histoire ancienne dont on n'a pas grand-chose à faire, en fait, et se concentre sur quelques barbouzeries dont le livre d'Ali Laïdi nous montre bien que c'est une toute petite partie de la guerre économique et pas celle qui nous intéresse le plus. Alors c'est vrai, les deux livres se croisent quelque part, et heureusement pour nous lecteurs étrangers, lorsque ce livre nous dit aussi que il y a aussi de l'influence des opinions publiques, des hommes politiques, et là il donne des exemples assez précis. Il nous dit Jeffrey Sachs, l'économiste américain, a été retourné par les autorités chinoises. Bon, alors c'est juste un paragraphe, mais il nous dit regardez comment il défend l'activité de la Chine face aux Ouïghours. Il a été complètement retourné. Les Chinois sont malins parce qu'ils ont développé des relations internationales en disant mais oui, on est en train de monter en puissance, mais nous on est hyper pacifique, on ne veut pas dominer le monde. Il dit pour lui c'est une manipulation totale. Oui, les Chinois veulent dominer le monde, et il dit ils offrent aux chercheurs étrangers la possibilité de rencontrer les élites du Parti communiste chinois, ce qui est très difficile. Et donc face à cette carotte, beaucoup ont dit c'est super, du coup on va inviter vos experts. Et dedans il y a la Rand Corporation aux États-Unis, quand même pas un tout petit machin, et l'IFRI en France aussi, qui se serait fait avoir, qui serait fait manipuler par les autorités chinoises et par la guerre économique chinoise. Donc à la fin, il y a des petites choses. Heureusement, ça croît, celui d'Ali. Les deux se confortent, mais j'ai trouvé celui-là beaucoup moins intéressant et beaucoup plus confus. Et ben voilà, deux avis différents sur deux livres qui couvrent en partie les thématiques chinoises. Merci à tous les deux. On retrouve tout de suite Alexandra Paget, notre bibliothécaire.